Alors moi, j'ai grandi dans un milieu ouvrier, hein, parce que mon père était verrier à la cristallerie de Fougères. Et ma mère nous a élevés, donc on a été 4 enfants. Et ensuite, elle a fait du travail à domicile pour la chaussure. Et ensuite, elle a été travailler en usine de chaussures. Donc on habitait dans un HLM, pas très loin d'ici. C'était un des premiers HLM qui a été construit par Fougères Habitat vers 50-52. Donc j'allais à l'école de la Madeleine, maternelle et primaire, j'avais juste la rue à traverser parce qu'elle était en face de notre logement. Et ensuite, après ma primaire, je suis allée au collège Jean Guéhenno, qui était aussi un peu plus bas dans le boulevard Aymon Roussin. Donc j'ai fait la 6e, la 5e, redoublé une 5e. Je devais passer en 4e et puis bien, je voulais gagner ma vie, être indépendante, gagner de l'argent. Donc un coup de tête, je suis partie dans le monde du travail à 14 ans et demi. C'était comment les rues de votre enfance et vous vous souvenez de choses différentes évidemment d'aujourd'hui, ça doit être très différent. Enfin, c'est très différent. Moi, ce que je me souviens de ce temps-là, c'est que dans la journée, il n'y avait plus personne dans les rues de Fougères, c'était désert. Et au moment de l'entrée, de l'heure d'entrée dans les entreprises et l'heure de sortie, ça grouillait de monde partout, tout le monde était à pied, les rues étaient pleines d'allées et venues, d'ouvriers qui allaient ou rentraient du travail. Et ce qui m'a le plus marqué, que j'ai retenu, c'est justement dans la journée, ce vide-là dans les rues. Donc vous commencez à travailler à l'âge de 14 ans. À cet âge-là, vous avez quoi comme rêve pour votre vie? Mon rêve premier, c'était d'être chez moi, d'avoir une famille, des enfants, un bon mari, voilà, sans idée plus approfondie, sans autre chose. Peut-être parce que j'ai pas forcément eu une enfance forcément formidable, donc je voulais à mon tour vivre chez moi et m'installer dans une vie différente. Et puis en fin de compte, au fil des années de mon travail dans le monde ouvrier, c'est vrai que quand j'ai fait le bilan de ma carrière, c'était un bilan négatif. Et le bilan pour moi est devenu positif parce que j'ai aussi eu les dernières années une carrière syndicale. J'ai été une militante syndicale très investie. J'ai évolué, fait beaucoup de choses dans le monde du syndicat et c'est là que je me suis sentie épanouie, je dirais. Mais je ne regrette pas ces années de travail dans le monde, dans les entreprises de chaussures parce que c'était pas la vie que j'avais rêvée, mais je l'ai fait consciencieusement parce que voilà, je suis quelqu'un de très minutieux et j'aime faire les choses bien. Donc j'ai essayé de faire mon travail comme il faut. Quand vous avez 14 ans, en fait, vous voulez trouver quelque part votre indépendance rapidement. Voilà, c'est ça. Mais alors, pour vous, c'était évident que c'était la chaussure? Non, mais je ne suis pas rentrée à 14 ans dans la chaussure. Je suis rentrée dans une entreprise de fabrication d'imperméables. Je suis rentrée dans le premier endroit que j'ai trouvé voilà, c'était le hasard. Donc, j'y suis pas restée très longtemps. Et après, je suis arrivée dans la chaussure. C'est ça, rapidement quand même. Et donc, j'ai fait plusieurs entreprises de chaussures. Parce que, en fin de compte, j'étais quelqu'un d'assez timide et très réservé. Mais j'avais des brusques ras-le-bol où j'ai vu un matin, à midi, partir d'une entreprise de chaussures et rentrer dans une autre à 13h30 l'après-midi. C'est-à-dire, vous pouvez nous raconter ça un peu? Bien, ça faisait 3 mois que j'étais dans une autre entreprise de chaussures. Et je faisais du remplissage machine parce que très vite, quand j'ai été dans la chaussure, au début, on est petites mains et après, on vous forme à un poste sans vous demander votre avis d'ailleurs. Et on m'avait mis à apprendre le remplissage machine. Donc, c'est un métier que j'avais. Donc, je suis rentrée dans une autre entreprise comme remplisseuse machine. Et au bout de 3 mois, j'en ai eu marre parce que l'environnement, l'entourage ne me plaisait pas. Voilà, je ne me sentais pas à l'aise. Donc, je suis partie à 11h sous un faux prétexte.
Et je suis allée voir pour trouver du travail dans d'autres entreprises. Je suis allée voir dans une entreprise entre 11 h et midi. Ils m'ont dit « Ok, on vous embauche, vous venez à 13h30 ». Et à 13h30, j'étais là-bas, dans une autre entreprise, où je ne suis pas restée non plus. Je suis dans 51, donc j'ai été dans le monde du travail en 65. Donc j'ai dû aller dans la première entreprise en 66, où j'ai dû être, je ne sais plus, 1 an ou 2. Donc, je me suis mariée en 69. J'étais toujours dans la première entreprise. J'en suis partie en 70. J'ai eu mon fils et je suis partie là, non dans une entreprise de chaussures, mais à la Sagem qui venait de s'installer à Fougères en 69. Donc, en 70, j'étais à la Sagem 1 an. Je me plaisais très bien. Mais ils ont déménagé, ils sont partis dans la zone industrielle. Donc, c'est devenu une entreprise immense avec des grandes rangées de postes de travail. Donc, au bout d'1 an, je ne me plaisais plus, donc je suis repartie. J'ai eu ma fille en 71. Je suis restée 8 mois à la maison pour élever les 2 enfants, qui avaient 1 an d'écart. Et après, je suis arrivée chez JB Martin en 73. C'est vrai que donc avant 73, c'est pas simple mon histoire. Entre 66 et 73, j'ai fait 4, 5 entreprises. Mais des fois, je partais au bout d'1 an d'une entreprise et j'y retournais 1 an après. On reprenait. Donc finalement, vous avez connu une forme de période de plein emploi. Ah oui. Où c'était pas un problème de trouver du travail, ce qui aujourd'hui nous semble... Non, c'est vrai, et les gens de ma génération le disent, on sortait d'une entreprise le midi, on rentrait dans une autre l'après-midi. Il n'y avait aucun problème d'emploi. Nous, on a connu ce moment-là privilégié où on pouvait éventuellement changer d'entreprise, se former. Mais on a connu aussi la décadence parce qu'on a connu les fermetures d'entreprises, les périodes de chômage, les licenciements. Et moi, j'ai toujours eu la chance ou la malchance de ne pas être licenciée. Je suis rentrée chez JB Martin en 73, il y a eu plusieurs plans sociaux. Je me disais toujours, oh, si je suis licenciée, je vais faire une formation, je vais faire autre chose, je vais faire une autre carrière. C'était mon envie. Mais j'ai jamais eu le courage d'aller au bout de cette envie et j'ai jamais été licenciée. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en 95, j'ai commencé une carrière syndicale. Et là, c'était complètement différent. Alors on va revenir un peu... Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de votre première journée de travail en tant qu'ouvrière donc, dans cette entreprise de parapluie, c'est ça? D'imperméable. D'imperméable, pardon. Ouais. La première, non, pas vraiment, mais je me souviens des quelques mois que j'y suis passée où j'étais petite main, et petite main, c'était pas forcément facile. C'est pas le fait de ne pas avoir un métier, c'était le fait qu'on était souvent à la merci des uns et des autres et de leur humeur parce que on distribuait on amenait le travail ou on allait chercher le fil, on allait chercher des petites choses aux personnes qui étaient à leur poste toute la journée. Et donc, s'il y a une personne qui n'était pas de bonne humeur, on était obligé de supporter un petit peu ces attitudes-là. Donc, c'est vrai que je me suis déplu rapidement et je suis partie. Donc, quand vous avez commencé à travailler dans l'industrie de la chaussure, évidemment, vous êtes rentré dans une entreprise. Pour vous, c'était complètement nouveau? C'était encore un autre travail que celui que vous aviez fait précédemment? C'était différent, mais je suis rentrée aussi petite main. Mais déjà, je ne sais pas si c'était parce que c'était en fonction des entreprises, voilà, et des lieux où se trouvent, les personnes avec qui on se trouve, c'est toujours différent, hein. Mais là, petite main, c'était déjà une petite entreprise où c'était un peu plus familial et plus agréable. Voilà. Et c'est là qu'ils m'ont formée au métier de remplieuse machine.
C'était quoi la question déjà? Non, mais du coup, c'est ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez fait en fait au début, petite main, dans la chaussure, c'est Alors, ça? petite main dans la chaussure, c'était coller un bout sur la claque de la chaussure. C'était mettre en pointure des lots de tiges qui étaient finis parce que j'étais au service piqûre, service tige, avant que ça descende au service montage. Donc attacher des lots, les mettre en pointure. C'était aussi aller à la coupe, à l'étage pour avoir des morceaux de pocerie pour changer, faire des réparations sur un pied qui était abîmé. Voilà, c'était un petit peu ça. Et alors, quand vous êtes rentré dans l'industrie de la chaussure, c'était quoi l'ambiance et comment vous avez été reçu par les plus anciens en fait? Ah ben, la première entreprise où je suis, même les autres entreprises, oui, l'ambiance n'était pas mauvaise, voilà, c'était pas désagréable, hein, c'était un peu comme partout, voilà. Il y avait en fonction des postes de travail et des personnes, c'était mieux ou c'était moins bien, mais dans l'ensemble, moi, je peux pas dire, j'ai pas eu de conflits relationnels ou de problèmes d'entente avec des ouvriers et ouvrières dans les industries que j'ai faites de la chaussure. Et au fil de votre carrière, l'ambiance de travail, vous l'avez vu évoluer? Ben moi, quand je suis arrivée, ben, les quelques entreprises de chaussures où je suis allée dans mes premières années, j'ai pas vu ça, mais quand je suis arrivée chez JB Martin, j'ai encore entendu des ouvrières qui chantaient. Pas ensemble, mais de temps à autre, il y avait une ouvrière qui se mettait à chanter une chanson qui n'était pas reprise, mais il y avait encore quelques chants de fait que j'ai pas connus dans les premières entreprises que j'ai faites. Mais ce qui a rapidement disparu. Mais il y avait aussi une bonne ambiance parce qu'on était toute une série de remplieuses, les unes derrière les autres, les unes à côté des autres, par rangées de deux. Et j'avais derrière moi une collègue qui parlait toujours. Moi, je parlais pas, mais elle parlait toujours et racontait plein d'histoires. Et je riais sur ma machine, rien qu'à l'écouter. Donc, il y avait quand même une certaine bonne humeur qui régnait en règle générale. Est-ce que vous vous souvenez du genre de chanson qui était chantée? Oh, je pense que c'était le genre Rossignol de mes amours, des choses comme ça, quoi. Ouais. Donc, vous, à votre poste de travail, vous étiez plutôt silencieuse. Ah oui, moi, je parlais jamais. Jamais. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes. Et j'ai commencé à parler beaucoup et à communiquer quand je me suis trouvée élue déléguée du personnel. Et c'est le monde syndical qui m'a, ben, comme j'ai dit, je me suis épanouie dans le monde syndical, dans tout ce que j'ai fait. Et je suis devenue, je crois, une autre personne. Parce que beaucoup de gens m'ont vue après et me voient encore maintenant. Ils me disent, oh, dis donc, Nelly, qu'est-ce que tu as changé? Tu parlais jamais avant. Et en fait, quel était votre sentiment sur votre poste de travail? Est-ce que vous aviez l'impression... Est-ce qu'il y avait des moments où vous vous sentiez seul? Ou est-ce qu'il y avait quand même toujours cet esprit de groupe qui faisait que même les journées où on n'a pas trop le moral, tout ça, il y a quand même un esprit de groupe qui vous tient? Bien, moi j'ai connu la période où il y avait un esprit de groupe, une solidarité, puisque les unes et les autres, en fonction des modèles qu'on avait à faire, certaines personnes avaient plus de difficultés à faire un modèle ou à en faire un autre, et donc il y avait cette entraide de soit on s'aidait à faire l'opération qu'on devait faire les unes les autres, soit on se passait les lots. Parce que les lots étaient distribués par une personne, et puis s'il y avait un modèle qu'on n'arrivait pas à faire, la fille d'à côté, la collègue d'à côté, si elle arrivait mieux, elle le prenait et on échangeait nos lots. Ou alors, à la fin de la journée, si on n'avait pas tout à fait les points qu'il nous fallait pour la production, pour la prime, eh bien, on s'aidait, il y avait des coulisses dans le remplissage machine. Donc, allez hop, on se tournait, et puis on coupait toutes les coulisses pour avancer la personne pour avoir ses points à la fin de la journée. Il y avait une entraide de cette façon-là, qui a disparu, je l'ai vu disparaître dans les années qui ont suivi. Et pour quelle raison? Je pense que les différents plans sociaux ont fait qu'une ambiance différente s'est installée dans les entreprises. La peur du chômage, parce qu'on a quand même connu des périodes de chômage importantes, malgré qu'on n'était pas licencié non plus.
On était bien payé quand même au départ au niveau du chômage, mais beaucoup de périodes de chômage pouvaient faire penser qu'il y aurait encore un autre plan social. Donc la peur du licenciement a fait que l'individualisme s'est installé en fin de compte. Je pense que c'est ça. Et donc la relation était plus la même. Et moi, j'ai connu la relation beaucoup plus difficile quand j'ai eu un problème avec mon employeur. Donc voilà, moi je dis on est une génération où on a pu évoluer de toutes les façons possibles. On a vu le confort améliorer notre condition de vie et de travail, mais on a connu aussi la période où tout a commencé à régresser en fin de compte. Avant de vous engager dans le mouvement syndical, vous vous intéressiez aux problèmes des collègues qu'ils pouvaient avoir sur leur poste de travail ou dans leur rapport avec la direction? C'était quelque chose qui vous touchait ou... Ah bah, dans les rapports avec la direction, non. Moi, j'étais quelqu'un de, comme je disais, très réservé. J'étais solidaire de mes collègues à les aider ou donner des points, ou c'est elles qui m'en donnaient quand on avait des problèmes de production à la fin de la journée. Mais au niveau des relations conflictuelles, collectives ou individuelles avec l'employeur, non, moi voilà, je m'y intéressais pas forcément, comme je ne m'intéressais pas à ce qui se passait au niveau des mouvements de grève ou de manifestations sur Fougères. Je n'y participais pas. Moi, c'était ma vie dans l'entreprise et ensuite sortie de l'entreprise, c'était ma vie au foyer, mes enfants. Pour moi, c'était mes enfants. Voilà. J'ai commencé à changer, à évoluer quand mes enfants étaient élevés, en fin de compte aussi. Et du coup, vous avez assisté à ce qui s'est passé en 68 ou après en 76. Donc là, vous étiez encore un peu distante par rapport à ces Oui, mouvements-là? toujours aussi distante. 68, j'ai pas du tout participé. Donc là, je crois que 68, j'étais pas mariée, j'étais encore chez mes parents. Et donc, ma mère me disait d'aller travailler, j'allais travailler. Il n'y a qu'une après-midi que je ne suis pas rentrée parce que, vu le mouvement qu'il y avait, je n'ai pas voulu rentrer dans l'entreprise où j'en suis sortie, je ne sais même plus. Peut-être qu'ils nous ont fait sortir. Mais je n'ai pas du tout participé au mouvement et j'essayais pas de les comprendre ni de m'y intéresser. 76, pas plus. Moi, 76, j'avais 2 enfants. Donc, il fallait que je travaille pour élever mes 2 enfants. Et je ne me suis pas du tout intéressée, voilà, à ce qui se passait autour de moi, en fin de compte. Pas du tout. Donc avant de rentrer dans le mouvement syndical, quelle projection vous aviez de votre vie, de votre futur? Vous vous disiez un jour je vais peut-être quitter ce travail pour un autre? Je me disais, j'ai essayé un petit peu de quitter ce travail. J'ai fait une formation de brevet de secouriste, c'est vrai. En me disant je vais aller dans le secteur des ambulances. J'ai loué une machine à écrire et j'ai appris la dactylo toute seule à la maison. J'ai fait une formation aussi plus tard, dans les années 80, informatique au Greta. J'avais toujours cette arrière-pensée de dire faut que j'évolue, que je fasse autre chose parce que j'avais pas cette vision-là de ma carrière professionnelle. Rester dans la chaussure. Même malheureusement pour moi, j'avais fait peut-être pas forcément un bon choix parce que j'avais un ex-mari qui m'a toujours, en fin de compte, empêché, malgré tout, de faire autre chose. Pour lui, quand je sortais de l'usine, c'était la maison. Il n'y avait rien d'autre. J'ai quand même réussi à faire quelques formations avec difficulté, mais je n'ai jamais pu aller au-delà. Quand il y avait des mouvements de grève à l'entreprise qu'il fallait sortir et partir en manifestation, moi je sortais, parce que de toute façon c'était simple, on n'avait pas le choix. Le mouvement de grève chez JB Martin, quand c'était un syndicat, tout le monde sortait. Hein. Bon, donc je sortais, mais je rentrais à la maison, parce qu'il n'était pas question pour moi d'aller participer à quoi que ce soit à l'extérieur. Mon mari ne l'aurait pas supporté. Et j'acceptais cette situation-là. Donc l'arrière-pensée, l'envie d'évoluer, je l'ai toujours eu. J'ai toujours eu des premières tentatives qui j'ai jamais été au bout, en fin de compte. Donc du coup, qu'est-ce qui, à un moment,
fait que vous rentrez dans le mouvement syndical? Alors, j'ai eu mon fils qui a été très malade, donc pendant 5 ans. Et donc, c'est à cette période que donc, JB Martin, en 85, a déposé le bilan. L'entreprise a été reprise par M. Duriot. On l'appelle toujours JB Martin malgré tout. Donc, à un moment donné, M. Duriot a demandé que le service où j'étais, les piqueuses, viennent faire des heures supplémentaires le samedi matin. Les piqueuses ont refusé, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas possibilité d'imposer les heures supplémentaires le samedi matin. Donc, devant ce refus, le patron n'a pas accepté du coup à exiger que le service entièrement vienne travailler en heures supplémentaires le samedi matin. Et là, moi, j'ai refusé. Donc, c'est comme ça m'arrivait rarement. J'ai toujours suivi le mouvement et les rares fois où j'ai bloqué, donc ça fait partie de ces rares fois-là. Donc, j'ai refusé parce que j'avais un fils malade dont je voulais être présente à la maison. Je ne voulais pas être absente le samedi matin. J'ai refusé et j'étais la seule du service. Donc on était 20-25 dans le service. Donc le patron a envoyé un délégué pour me persuader de céder. J'ai continué à refuser. Il m'a convoqué dans son bureau. Devant mon refus obstiné, il m'a dit exactement ces mots-là. « Votre salaire devrait vous brûler les doigts à la fin du mois. » Il m'a dit une autre phrase, je ne devrais pas l'avoir oubliée parce que je lui en ai voulu pendant des années. « Votre travail est de la pourriture dans vos mains. » Voilà ce qu'il m'a dit, M. Duriot. J'en ai voulu pendant des années. J'ai rien dit, je me suis levée, j'ai dit « Vous prenez votre décision », j'ai ouvert la porte, je l'ai retenue pour ne pas la claquer à toute volée, je suis retournée à ma place, j'ai repris mon travail. Et une collègue qui était à côté de moi, quand elle a vu la situation, la façon dont elle évoluait, la situation dangereuse où je m'étais mise vis-à-vis du patron, m'a dit « Je ne bougerai pas pour toi ». J'ai répondu « Je ne demande rien ». Et tous les vendredis soirs, à 4h30, je faisais mon ménage et j'étais la seule et je partais. Ma semaine de travail était finie. Donc le patron a essayé de me trouver une faute et de me licencier. Et c'est là que j'ai eu une difficulté pour prouver ma bonne foi et j'ai fait appel à un délégué, n'importe lequel. Je n'ai pas regardé le syndicat qui travaillait dans mon service. Donc là, il m'a épaulé dans l'entretien et tout. J'ai pu prouver ma bonne foi, je n'ai pas été licenciée, mais j'ai été mis un petit peu en quarantaine, c'est-à-dire il ne fallait pas que je demande une autorisation d'absence ou alors il fallait que ça soit une absence prouvée et vraiment un besoin important, sinon j'étais refusée. On ne me donnait plus d'échantillons à faire. J'étais mise en quarantaine pendant au moins 1 an ou 2, si ce n'est pas 3. Voilà. Et c'est là que le délégué m'a dit, à un moment donné, il y a eu des élections, il m'a dit « Bon, est-ce que je peux te mettre sur la liste ?» J'y ai répondu oui, mais en fin de liste, c'était pour le remercier de son aide, de son soutien. Et donc, il est revenu en me disant est-ce que je peux te mettre un peu plus haut dans la liste? J'ai dit pourquoi faire? Sans dire oui, sans dire non. Du coup, il m'a mis en position d'élu et j'étais élue. Et c'est là que je suis rentrée dans le monde du syndicat. Et c'est ma première réunion de comité d'entreprise, je m'en souviens. Et c'est là qu'il y a cette réunion de comité d'entreprise-là. J'étais toujours une personne qui ne parlait pas beaucoup, qui ne s'affirmait pas. Et il y a dans la discussion générale, dans les échanges houleux, il y a un délégué qui a apostrophé la personne qui m'avait soutenue, mais de façon que j'ai trouvée vraiment irrespectueuse. Et donc, du coup, j'ai eu une colère. Et voilà, j'ai répondu en réunion à cette personne-là. Et c'est comme ça qu'après, j'ai évolué, je me suis affirmée et je me suis découvert une passion pour la défense des droits des salariés. D'ailleurs, j'avais plus que le Code du travail à la maison le soir comme lecture. J'ai fait de la défense prud'homale. J'ai été ensuite conseiller prud'homme et j'ai fini ma carrière en étant secrétaire de l'Union de pays de Fougères. Et là, je me suis vraiment épanouie dans le droit des salariés, tout en
en essayant de comprendre, en n'étant pas bloquée non plus contre le monde du patronat, parce que j'ai essayé de comprendre aussi les difficultés du patronat, essayer de voir le compromis, de voir le bon et le mauvais de chaque côté, parce qu'il y a du positif et du négatif de chaque côté. Tout n'est pas noir du côté patronat et beau du côté ouvrier. C'est pas comme ça. Et je me souviens que Monsieur Duriot, donc on était souvent en guerre, je devrais dire, parce que pour le persuader de faire des accords ou d'améliorer des conditions de travail ou des salaires dans l'entreprise, c'était très difficile. Il disait souvent, si c'est le droit, c'est OK. Si c'est pas le droit, c'était très difficile à négocier. Et une fois, il m'a dit, vous le faites exprès pour m'emmerder. Il se souvenait des propos qu'il m'avait tenus. Et là, ma vengeance, je l'ai eue parce que je l'ai regardé et j'ai souri. Donc il a cru que c'était vrai, mais c'était aucunement vrai, j'avais déjà plus de rancune. Quelle idée vous vous faisiez du combat syndical et quels étaient les enjeux en fait à cette époque? Alors, une fois que je suis rentrée dans le monde syndical, le combat syndical à cette époque, c'était, je suis rentrée fin 95. Donc déjà, il y avait quelques fermetures d'entreprises. Et c'était surtout les salaires. Les plus grosses fermetures d'entreprises étaient déjà passées. Donc c'était les salaires. Et après, en 2000, on a eu la négociation sur la loi des 35 heures. Donc ça aussi, c'était un enjeu important. Parce qu'il y avait la loi, mais après, il y avait les applications par entreprise avec des accords. Donc il fallait une certaine force collective, non seulement la force des militants syndicaux, mais aussi la force derrière nous des ouvriers pour pouvoir négocier au mieux dans chaque entreprise. Donc voilà, c'était ça, ce que je me souviens le plus. Et ensuite, au fil des années, quand j'étais défenseur prud'homal, conseiller prud'homal, c'était beaucoup plus des situations on sentait bien une détérioration dans l'ambiance parce que c'était des situations plus de harcèlement, que ce soit du harcèlement plutôt moral de la part d'un chef de service ou d'un employeur. C'était beaucoup plus ces situations-là. Vous compreniez le phénomène économique qui conduisait à toutes ces fermetures d'entreprises les unes après les autres? Comment vous le perceviez? C'est-à-dire que moi, j'avais une certaine compréhension parce que le fait des délocalisations au Maroc, en Tunisie, à ces débuts-là, c'était ces pays-là, dans des pays sous-développés quand même, je pense, moi j'étais pour une partie du partage du travail, de se dire, il y a des opérations rapides, pas difficiles, qui peuvent être faites dans ces pays-là pour leur permettre aussi d'évoluer et de travailler et d'avoir une vie meilleure, tout en nous laissant, nous, la possibilité en France de faire une autre partie du travail plus complexe, demandant plus de savoir-faire, qui nous permettrait aussi de continuer à travailler, de garder nos entreprises ouvertes. C'était ça ma vision. Malheureusement, c'était peut-être une vision un peu idéaliste parce que progressivement, on a perdu toutes nos industries quasiment. L'industrie de la chaussure est partie et d'autres industries d'ailleurs. Vous disiez que vous étiez silencieuse en fait à votre poste de travail avant de rentrer dans le mouvement syndical. Après, une fois que vous êtes rentré dans le mouvement syndical, votre travail, votre combat, ça consistait aussi à aller parler aux gens, pas seulement rester dans votre coin. Tout à fait. C'était d'aller aux portes des entreprises, distribuer des tracts, créer des sections syndicales, persuader des gens de s'unir en collectif au nom d'un syndicat pour aussi améliorer, défendre leurs droits dans l'entreprise et le droit des salariés. Donc c'était ça. C'était aussi faire des réunions à l'Union de pays pour réunir soit à un moment donné des ouvriers d'entreprise pour les informer de leurs droits, des possibilités de se structurer, mais aussi des réunions d'information aux sections syndicales qui étaient en place. Donc il y avait
une préparation importante de ces réunions avec de la documentation et de l'information, et après un suivi de ce qu'on avait mis en place, de l'information qu'on avait donnée, avec un collectif derrière, parce qu'on avait aussi des militants investis dans des commissions exécutives. Donc le secrétaire d'union de pays n'était pas seul. D'ailleurs, ça fonctionne partout comme ça. Un bon chef fait un bon collectif, un bon collectif fait un bon chef. Voilà. Est-ce que vous avez eu le sentiment que les choses auraient pu être auraient pu se passer différemment à Fougères si les ouvriers s'étaient plus tenus ensemble? Est-ce qu'ils auraient pu obtenir un autre destin, quoi, en fait, vis-à-vis de leur entreprise? Alors, ce qu'il y aurait pu y avoir de mieux, les fermetures d'entreprise, on aurait certainement pu empêcher ce mouvement-là, je ne crois pas, mais je ne sais pas. Mais ce qu'il aurait pu y avoir d'amélioration plus importante s'il y avait eu plus de solidarité, c'est l'augmentation des salaires. Parce qu'il faut reconnaître que dans le monde de la chaussure, surtout sur Fougères, on a eu des salaires assez bas. Et maintenant, on paye ça avec des retraites très basses. Donc c'est vrai qu'on a eu quelques mouvements de solidarité un temps qui a été très difficile de mettre en place les dernières années, et ce qui a fait qu'on avait moins de poids devant un employeur pour l'augmentation des salaires. Ça aurait pu être amélioré. Alors, pourquoi est-ce que c'était plus difficile à la fin de... Parce que l'individualisme s'installait aussi dans les entreprises, comme dans la société d'ailleurs. C'est ce qu'on vit aussi encore aujourd'hui, à mon avis. Donc c'était un peu chacun pour soi. Oui, en partie, les mouvements de solidarité maintenant se déclenchent plus que quand il y a des gros problèmes. L'individualiste, oui, était en partie installé. Et ça, alors, vous le datez à peu près de quelle période, cette bascule, en fait, vers toujours plus d'individualisme dans les entreprises? Je sais pas, je pourrais pas dire. Moi, je sais qu'en 88, fin 88, début 90, quand j'ai eu mon problème personnel, là déjà, il y avait un certain individualisme. Parce que j'ai pas eu de soutien, en fin de compte, dans mon problème relationnel. Mais il y avait des moments quand même de solidarité. On ne peut pas dire que c'était un individualiste installé à un moment donné, précis, à 100%. Voilà. Il y avait des mouvements de solidarité qui se déclenchaient aussi. C'est pas facile de donner des précisions. Voilà, tout n'est pas noir et blanc, quoi. Puis chacun son propre ressenti en fonction d'où il était, de ce qu'il faisait peut-être aussi. Du coup, je reviens un peu sur la question des salaires. Quels étaient les écarts, en fait, entre les salaires les plus bas dans une entreprise et les salaires les plus hauts? Les écarts de salaire, je ne saurais pas dire. Nous, les postes de travail dans la chaussure étaient pas classifiés par poste. C'est-à-dire, il y avait la troisième catégorie, quatrième B, enfin bref, les coupeurs. Et donc, en fonction du métier qu'on avait, on avait cette catégorie qui nous était attribuée avec une fourchette de salaire en fonction de la prime, parce qu'on était à la productivité, en fonction de la prime qu'on avait fait dans la journée, en fonction du travail effectué. Donc, voilà, donc il y avait des grilles de salaire. Il y avait la grille de la convention collective qui était assez basse, hein. Et il y avait des grilles de salaire qui étaient par entreprise qui se voulaient au-dessus des grilles de la convention collective. Et il y avait des entreprises de chaussures où il y avait peut-être une force syndicale collective plus importante qui avaient réussi à obtenir des grilles de salaire un peu plus élevées que dans une autre entreprise. Donc voilà, il y avait des écarts. Peut-être pas très conséquents, mais il y avait quand même des écarts. Et donc... nous, chez J.B. Martin, moi, je peux dire que le problème des améliorations de salaire s'est accentué
parce qu'à un moment donné, le SMIC a eu des coups de pouce importants. L'État a donné des coups de pouce d'augmentation du SMIC de façon importante sur plusieurs années. Et donc, nos grilles de salaire n'ont pas évolué en fonction de cette augmentation du SMIC. Donc, un exemple concret, moi, j'avais une qualification 4B, remplieuse machine. Donc, j'avais un salaire au-dessus du SMIC. Quand il y avait le coup de pouce du SMIC, pendant 6 mois, je me retrouvais SMICarde. Quand se trouvait l'augmentation de l'entreprise, je remontais pendant 6 mois au-dessus du SMIC. Du coup, vous parliez du niveau des salaires. Ça veut dire que dans le monde ouvrier à Fougères, compte tenu des salaires moyens qui étaient en fait relativement faibles, ça veut dire que les gens aujourd'hui qui sont à la retraite à Fougères, par rapport à la moyenne nationale, ils touchent moins. À moi, mon avis, c'est qu'on est, à Fougères, c'est dit aussi, c'est reconnu qu'on est des petits revenus, des moyens revenus. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on a eu une mono-industrie, principalement à Fougères, avec des salaires pas très élevés dans cette mono-industrie, et avec un résultat de petite retraite aujourd'hui, notre génération. Notre génération, parce que la génération d'avant, peut-être un peu moins, parce qu'on a subi aussi le coup de la loi Balladur, où progressivement, la loi Balladur était en 92 ou 95, je ne sais plus, où progressivement, le calcul des retraites s'est fait sur un nombre d'années plus important. Donc on est arrivé en fin de compte sur le calcul des 20 meilleures années, nous, quand on est parti en retraite. Donc faire un calcul de retraite sur les 10 meilleures années et après se retrouver à une période sur les 20 meilleures années, quand on a une carrière un peu cahotante ou des choses comme ça, avec des salaires assez bas. Donc voilà, c'est cette loi aussi qu'on a subie de plein fouet. Du coup, ça s'arrête comment? Votre histoire professionnelle, elle s'arrête comment? Donc elle s'arrête au 1er juillet 2007. Donc en avril 2003, je deviens à mi-temps. Lors du départ du secrétaire de l'Union de pays, je postule, j'étais la seule. Donc je deviens à mi-temps secrétaire de l'Union de pays, parce que là, dans le syndicat, il n'y avait pas d'emploi à plein temps. Il n'y avait pas les moyens de rémunérer quelqu'un à plein temps. Donc je deviens secrétaire à mi-temps de l'Union de pays et je deviens ouvrière à mi-temps de l'entreprise J.B. Martin. Mais en cumulant, étant un mandat de CE et DP, en cumulant les heures de formation, les heures de DPCE, et autres possibilités de la convention collective, je travaille en fin de compte une journée par semaine à l'entreprise J.B. Martin. Le reste du temps, je suis dans mon mandat syndical. Et donc ça, je l'ai fait de avril 2003 au 1er juillet 2007, date de mon départ en retraite, parce que lorsqu'il y a eu la réforme des retraites en 2003 et que j'ai pu rapidement me rendre compte que je pourrais bénéficier du départ pour longue carrière parce que j'avais commencé à 14 ans, 14 ans passés, mais enfin, voilà. Et donc, j'ai décidé de partir dès que je le pouvais, au bout de 42 ans de travail. Donc, c'était au 1er juillet 2007. Pour vous, c'était quoi? C'était un soulagement ou il y avait un peu d'angoisse aussi? Ah non, pas du tout. C'était voulu, c'était décidé, c'était programmé 1 an et demi avant. J'ai voulu aussi trouver quelqu'un qui me remplace et j'ai fait en sorte, et j'ai eu la chance, de trouver un militant aussi investi que moi, aussi passionné, plus jeune, qui est devenu secrétaire adjoint, qui m'a suivi et qui, en fin de compte, a pu me remplacer. Donc j'ai eu le plaisir d'avoir quelqu'un qui prenne la relève, plus jeune au niveau de ma carrière syndicale, et de partir contente, et de partir avec un bilan positif, avec le plaisir d'avoir, en quelque part, réussi quelque chose. Et voilà. Donc, sauf que quand brutalement, au 1er juillet 2007, je me suis trouvée retraitée, les mois
passées ont été difficiles parce que j'ai eu l'impression d'être coupée de tout. Voilà, j'avais tellement eu pendant plusieurs années des contacts forts, des échanges importants vécus avec très entourés, que mon mari était encore au travail. Je me suis trouvée un peu perdue, quoi. Et c'est vrai que j'ai un peu mal vécu les premiers mois de la retraite, malgré que c'était programmé dans mon esprit. Avant de prendre votre retraite, vous projetiez comment pour ces années de retraite? Alors ah oui, c'est vrai, j'avais prévu parce que lors de différentes actions, réunions, j'avais eu l'occasion d'aller dans le grenier de l'immeuble de l'Union de Pays et j'avais découvert qu'il y avait des archives qui remontaient à 1914. Donc le grenier était plein d'archives syndicales depuis 1914 et donc j'avais plongé un peu dans ces archives pour les besoins de réunions, de manifestations, et j'avais décidé de faire le tri des archives syndicales lorsque je serai en retraite. Donc j'ai réussi à avoir un petit groupe de 2-3 personnes avec moi, et donc quand je me suis un petit peu installée dans la retraite, hein, au bout de quelques mois que ce vide a disparu, je suis revenue et j'ai entrepris de commencer à trier les archives syndicales. Voilà, tout était programmé, préparé. Mais, donc, fin 2007, début 2008, commencement du tri des archives syndicales, on a tout descendu le grenier dans des bureaux à l'étage, tout réparti grossièrement par thème, avant de commencer à nettoyer, dépoussiérer, tuer les petites bêtes qui se promenaient. Et mais, c'est que j'ai rencontré, mon mari parlait toujours, il disait toujours, et pourquoi qu'il n'y a pas un musée de la chaussure à Fougères? Bon, je le laissais causer. Il y a eu Cédric Martini, photographe, et Vincent Malassi, preneur de son, qui ont fait un travail sur la mémoire ouvrière, qu'on a rencontré. Ils ont fait une inauguration pour présenter leur travail. Il y a eu beaucoup de monde. Là, on a rencontré quelqu'un qui était au conseil municipal, avec qui on a sympathisé, qui nous a dit « Mais pourquoi il faut un musée à Fougères? On a une histoire formidable. Mais vous, moi je ne peux pas, mais vous, faites quelque chose. » Donc du coup, mon mari et moi, en rentrant, on s'est dit « Bah oui, il faut qu'on fasse quelque chose. » Donc le lendemain, on a envoyé un courrier au maire posant cette question. Il nous a reçus, gentil, puis c'est resté comme ça. Et l'association des retraités CFDT dont on faisait partie, avec laquelle on en a discuté, nous a poussé à continuer, nous a soutenus. On a fait une lettre ouverte à la presse. Et puis de fil en aiguille, de discussion en discussion, on a mis en place deux soirées publiques sur cette idée. Faut-il un musée à Fougères? Et si oui, comment on fait? Et donc, lors de ces soirées publiques, il a été dit il faut un musée, il faut créer une association. Donc, avec 7 membres fondateurs, dont mon mari et moi, on a préparé la création de cette association. Et le 16 juin 2010, une assemblée constitutive de 20 membres a créé cette association. Et là, pris dans cette association, la sirène, je n'ai plus rien fait d'autre. Happé par voilà. En quoi c'est important? Parce qu'on entend aussi des gens qui disent tout ça c'est de la vieille histoire. Maintenant, il n'y a plus une usine qui tourne, enfin qui produit de la chaussure à Fougères. On ne va pas ressasser ces vieilles histoires, faisons table rase du passé et vive l'avenir, quoi, en gros. Sauf que oui, on a même on a eu des choses comme ça, vous êtes des passéistes. Quelqu'un a été dire aussi, c'est pas 2-3 petits vieux avec 3-4 machines qui vont nous, ça, voilà. Donc, c'est vrai qu'on a entendu plein de choses. Oui, on a eu ces reproches-là, ces réflexions-là, de dire vous êtes des passéistes, c'est le passé, les gens ont trop souffert, ils veulent plus entendre parler de la chaussure. Et nous, on a répondu, on n'est pas des passéistes. D'ailleurs, tout le monde le dit, pour avancer dans la vie, on a besoin de connaître ses racines, on a besoin de connaître son histoire. On n'a rien inventé, hein. Tout ce qu'on fait, on le fait grâce aux expériences des uns et des autres et à ce qu'on a et à l'histoire des uns et des autres.
Et puis, non seulement, donc on n'est pas resté sur le musée de la chaussure, parce qu'il n'y a pas que la chaussure. Sur Fougères, il y a la chaussure, il y a eu la verrerie, la cristallerie, il y a eu le granit du Puy de Fougères. Il y a eu aussi une histoire importante sur le textile. On a eu les sabotiers, on a eu l'histoire syndicale, l'histoire sociale, religieuse, tout le culturel. Il y a eu tellement de choses énormes, un tissu social, industriel, tellement artisanal, tellement formidable, et qu'on a du mal à distinguer chaque secteur, et qu'il faudrait trouver le fil rouge qui rassemble toutes ces vies-là pour relater l'histoire. Donc il faut sauver cette histoire, et il faut aussi la ramener au présent et au futur. Donc c'est ramener l'histoire au présent. Et donc pour cela, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sauvegarde cette histoire, c'est qu'on la partage avec les générations, c'est qu'on la valorise et on la présente aux touristes. Et en même temps, on va dans les entreprises d'aujourd'hui, on collecte la mémoire des entreprises d'aujourd'hui, parce que c'est la mémoire de demain, et on va filmer la fabrication d'aujourd'hui. On a été filmer la fabrication de ceintures et bretelles chez Orca. On a filmé aussi la fabrication de la chaussure dans la dernière petite entreprise qui reste sur le Puy de Fougères, à une quinzaine de kilomètres d'ici. On a vu aussi les fermes-portes Groom. On a été reçus aussi à l'entreprise AIV, qui font des vitres pour les chemins de fer, pour les wagons, pour les immeubles. Voilà, différentes productions. On a aussi été filmer le dernier sabotier d'Ille-et-Vilaine, qui est à Parigny aussi, à une dizaine de kilomètres d'ici. Donc, il faut ramener l'histoire avec le présent, et on est aussi sur le futur en disant, nous, notre projet, c'est un lieu vivant, hein, un lieu vivant avec cette histoire, avec ce présent, avec la vitrine des entreprises, avec un espace jeune créateur, parce qu'on a des jeunes qui ont des dons, qui font des créations dans différents domaines, comme la peinture, la sculpture, la rénovation des meubles anciens, qu'il faut aussi faire connaître et présenter, qui sont des choses formidables. Il y a aussi les enfants. On fait dans notre musée un atelier enfants. Donc, c'est notre produit phare, c'est ce qu'on appelle la petite vachette. Donc, c'est un objet qu'on découpe en cuir. Et ensuite, aux enfants, on leur fait perforer différents endroits de cet objet en cuir, et dont les narines et les yeux. Et on leur fait relier avec un lien ces différents endroits qui ont été perforés. Et ça devient une petite vachette, voilà, structurée, posée comme sur des pieds, un petit modèle qu'ils emmènent pour 1 euro. Mais les enfants sont enchantés, sont ravis, les parents, les grands-parents sont tous ravis de ce moment de partage qu'ils ont eu autour de la fabrication de cette petite vachette en cuir. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des enfants de 3 ans, 4 ans, 10 ans, 13 ans, 16 ans, même des adultes qui le font. Et c'est là qu'on se rend compte que tout n'est pas perdu, que dans le monde virtuel où on est, et le monde un peu individualiste où on vit, il y a quand même un moment où le manuel l'emporte, l'humain l'emporte sur le reste. Donc, je pense qu'on a raison de vouloir faire ce qu'on veut faire, ce musée vivant, ce lieu où on va tout rassembler et faire ces différentes scènes, ces actions que l'on veut faire. Donc on veut continuer, mais on vieillit, on fatigue aussi. Donc on cherche parallèlement à toucher des jeunes, à les sensibiliser aussi à toutes nos idées et notre rêve. On commence à toucher quelques jeunes qui commencent à arriver, à s'investir plus ou moins, mais bon, on continue à se dire qu'on va peut-être avoir un jour un collectif de plus jeunes qui, si nous, on n'arrive pas à créer, à arriver au bout de ce rêve, eux vont prendre la main et continuer notre démarche, et peut-être qu'eux vont réussir. Mais il ne faut pas arrêter. Il faut continuer cette lancée de notre association. C'est très important. C'est de continuer la lancée de cette association. Parce que d'autres ont essayé avant nous. Et moi, mon mari et moi, on essaye de
de tenir compte de l'expérience de ces anciens, de cette poignée de gens qui ont essayé, qui ont échoué pour diverses raisons. Donc on tient compte de leur expérience pour essayer, nous, d'avancer autrement et d'avancer plus loin. Et on espère que d'autres vont prendre le relais et aussi avancer et créer, et arriver à ce projet, malgré toutes les embûches, malgré toutes les déceptions, parce qu'on a eu des déceptions, on en a encore, qui sont plus ou moins mal vécues par des bénévoles. Mais il ne faut pas lâcher, parce que beaucoup autour de nous, dont des politiques, voudraient bien que la sirène arrête sa démarche. On dérange, mais il faut continuer. Voilà. Continuer, toujours avancer. Toujours avancer. En quoi vous dérangez? Ben, on dérange parce que... Pourquoi, la question que je me pose, moi, des fois, pendant un moment, on nous a dit, ben oui, mais les ouvriers de la chaussure ont souffert. C'est vrai qu'il y a eu les plans sociaux, il y a eu les périodes de chômage, il y a eu les actions, voilà, où chacun a des rancunes, ou des souvenirs difficiles, des souffrances, et le monde ouvrier a souffert et il veut oublier. Donc c'est ce qu'on nous a dit. Eh bien moi, au début, j'y ai cru. Maintenant, je dis non, parce que nous, dans le musée, on a vu des parents et des grands-parents venir avec les enfants et les petits-enfants et parler avec fierté de leur travail. Donc, maintenant, je dis non, c'est pas vrai. Peut-être que c'était vrai à une époque, mais c'est plus vrai depuis longtemps. Et moi, je dis, mais qui veut raser l'histoire ouvrière? Est-ce que c'est le monde ouvrier ou est-ce que c'est nos politiques? Parce que nos politiques étaient aussi, je cible pas tout le monde, hein, attention, hein, tout n'est pas noir et blanc. Parce qu'à un moment donné, il y avait les patrons étaient aussi, avaient aussi un mandat politique. Donc, ils étaient des deux côtés. Donc, je comprends qu'on a eu certains patrons qui étaient dans notre association, qui sont décédés maintenant, avec lesquels on a discuté et qu'on a compris aussi leur souffrance, eux en tant que patrons, d'avoir eu des tracts difficiles pour eux à lire et à entendre, des ouvriers tenir des propos qui leur ont fait mal, parce qu'ils aimaient aussi leur entreprise. Donc on a compris aussi leur souffrance. Mais voilà, donc à un moment donné, est-ce que c'est pas ces politiques-là qui veulent, eux, sous ce prétexte-là, empêcher cette avancée, empêcher cette valorisation du monde ouvrier industriel? Et tout ce qui les intéresse, principalement, c'est le château. Et nous, on estime que le château, c'est un potentiel sur Fougères, sur le pays de Fougères, ok, qu'il faut faire en sorte d'améliorer, de communiquer sur, et voilà, de faire plus et toujours plus pour le tourisme avec le château, mais il ne faut pas rester sur le médiéval. Le médiéval, à ce moment-là, si on nous dit qu'on est passéiste, eux aussi sont passéistes avec le médiéval. Hein. Pourquoi on refait des fêtes au château de Versailles? C'est pas être passéiste, ça? Ben non, c'est quelque part partager l'histoire avec les générations. Voilà. Je voulais revenir sur le titre de l'association, le nom de l'association. La Sirène. Donc, le titre de l'association, c'est La Sirène. Le titre complet, c'est Collectif pour la création d'un lieu de la mémoire ouvrière et industrielle du pays de Fougères. Hein, pas Fougères, du pays de Fougères. Donc, le titre plus bref et qui est dans les statuts aussi, c'est l'association La Sirène. Donc, on a cherché pendant plusieurs semaines un mot qui rassemble tous les habitants du pays. Et donc, on a eu plusieurs éventualités. Et à un moment donné, on a trouvé le mot la sirène, parce qu'en fin de compte, la sirène, c'était la sirène des usines de chaussures. Plusieurs usines de chaussures avaient une sirène. Et donc, le matin pour aller au travail, le midi pour sortir, à 13h30 pour rentrer et le soir, les sirènes sonnaient. Et elles sonnaient 2 fois. Elles sonnaient à 25. Quand on rentre à 1h30, elle sonnait à 25 pour dire « dépêchez-vous, il va bientôt être l'heure ». Et elle sonnait à la demi pour dire « vous êtes à l'entreprise, il faut être à l'heure à votre place. Vous devez être à votre place ». Voilà, c'était ça. C'était la sirène des usines de chaussures. Et sur le pays de Fougères, il y avait des carrières de granit à ciel ouvert qui avaient aussi leur sirène. Et les campagnes vivaient au rythme des sirènes des usines. Parce que dans les champs, pour le travail des champs, pour l'heure du casse-croûte, du déjeuner,
eh ben c'était pas en fonction de la montre, de l'horaire, c'était en fonction de la sirène des usines. Voilà. Donc c'est la sirène, c'était le mot qui reliait la ville et le monde rural et la campagne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je dis, ça n'engage que moi, un musée vivant de l'histoire ouvrière industrielle à Fougères, c'est notre projet, mais pourquoi pas un projet de territoire, de lieu vivant de l'histoire ouvrière industrielle du pays de Fougères, mais qui relierait le monde ouvrier et le monde rural comme il était relié il y a 40 ans. Parce qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, le monde rural venait à la ville, une partie, le conjoint tenait la ferme, l'autre conjoint travaillait dans les usines. Et on partageait tout, la vie sociale, les fêtes dans les campagnes, les fêtes dans la ville, les loisirs, la culture. Et moi, je me pose la question aujourd'hui, puisque les politiques de Fougères disent votre projet est trop important, il faut le ramener à la dimension de la ville. Eh bien, si on ne peut pas ramener notre projet à la dimension de la ville, il faut peut-être le ramener à la dimension du territoire. Donc, c'est des pistes. Tous ces ouvriers qui animaient la ville de Fougères, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Alors, lors des fermetures d'entreprises et même lors des périodes de chômage, et certains ouvriers, avant d'être licenciés d'ailleurs, ont compris ce qui allait se passer. Les ouvriers donc de mon époque et de ma génération et d'autres générations, certains ont vu les fermetures d'entreprises se faire et donc avant d'attendre que leur entreprise ferme ou d'être en période de chômage, eh bien, sont partis de Fougères, sont partis faire une carrière ailleurs, dans une autre région. D'autres, lors de la fermeture de l'entreprise étant licenciés, ont réussi aussi à faire une carrière différente. Sont partis, il y en a, ils ont été embauchés à la ville de Fougères, ont créé leur propre petite entreprise ou fait de l'artisanat. Voilà, donc ils sont partis dans différents secteurs, mais c'est qu'au fil du temps et les dernières fermetures d'entreprises, eh bien, certains n'ont jamais retrouvé de travail. Certains sont restés sur le carreau. Certains sont franchement devenus, ont développé des graves maladies, qu'elles soient dépression ou autres maladies physiques, par la souffrance du licenciement et se sont trouvés dans l'impossibilité de repartir dans le monde du travail. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ces gens? Au fil du temps, certains n'ont même pas atteint la retraite et sont décédés de maladies. D'autres, maintenant, sont à la retraite et vivent voilà, de leur petite retraite. Quand vous dites petite retraite, c'est quoi les niveaux? Alors, je vais donner un exemple qui est encore le mien, je regrette, mais ça m'a beaucoup choquée. Parce que le 1er juillet 2007, mais je le savais, mais je ne voulais pas y croire, le 1er juillet 2007, j'ai reçu un avis de la caisse de retraite de la sécurité sociale, avec le montant de ma retraite sécurité sociale, hein, hors retraite complémentaire, qui s'élevait à 599 €. Point. Je l'ai eu en travers de la gorge pendant 2 ans, hein, avant d'arriver à accepter d'avoir travaillé 42 ans, avoir élevé 2 enfants pendant ces 42 années, avoir fait des heures supplémentaires et avoir 599 € de la retraite sécurité sociale. Donc, la complémentaire, j'avais dans les 200 €. Donc, j'ai eu, en fin de compte, j'avais 805 € avec la complémentaire. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus, je ne regarde même plus trop, je dois être à 910, un truc comme ça, 920. Parce qu'arrivé à un moment donné, eh bien, je ne suis plus qu'à 50% de paiement de cotisation sociale, avec la baisse des revenus. Mais quand on se retrouve avec plus de 500 € de revenus en moins par mois, et je parle de mon cas, mais je ne suis pas un cas unique, hein, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dans le textile, qui ont été licenciés à 55, 56 ans, qui après ont pu rester en période de chômage et ensuite en retraite, qui ont eu carrément des retraites plus basses que moi. Hein. Ils n'avaient pas 805, ils avaient 785. Hein. Voilà. Donc, c'est ça l'exemple de petite retraite sur le pays de Fougères.
Moi, je me souviens de mon travail au remplissage machine. J'ai fait aussi du remplissage main-collage, le marteau de la remplieuse. Oui, je me souviens très bien de mes gestes, tout à fait. C'était quoi ces gestes alors? Alors, au niveau de la machine, donc c'est voilà, c'était passer c'était couper la coulisse à chaque bout du morceau qu'on passait sous la machine. Je me souviens aussi avoir fait un modèle où c'était comme des petits trèfles qu'il y avait tout autour d'une claque. Et c'est vrai que j'étais ravie d'arriver à faire à la machine ce modèle-là qui était très compliqué. J'avais été la première d'ailleurs en essai à le faire alors que c'était fait à la main avant. C'est vrai j'avais dans les gestes un certain plaisir malgré tout d'avoir l'impression de faire de la création quelque part. Au remplissage main-collage, c'est le bruit du marteau pour rabattre les bords sur le marbre. C'est aussi une chose qui est restée en mémoire, c'est qu'on avait à un moment donné un modèle, donc c'était une grande claque en cuir, il y avait des tracés, et dessus on posait environ 7-8 pièces différentes, de formes légèrement différentes et de couleurs différentes, comme un puzzle qui formait une garniture. Et donc là, j'avais vraiment l'impression de faire une création, tellement c'était minutieux et que ça donnait un très beau résultat à la fin. D'ailleurs, une fois, je me souviens, dans l'allée, le patron qui m'avait fait certains propos, passait à ce moment-là avec un visiteur. Le visiteur, il s'était arrêté, captivé par ce collage, en disant « mais c'est un chef-d'œuvre ». Et moi, avoir plongé dans mon boulot en serrant les dents, ayant envie de lui tirer la langue tellement je me disais oui, un chef-d'œuvre. Et il n'y a pas longtemps, c'était pas un chef-d'œuvre dans mes mains. Oui, voilà, voilà ce que je me rappelle de mes gestes. Donc en fait, vous aviez une certaine fierté finalement de... Oui, quand même. Quand même, j'aurais voulu une carrière différente, mais j'ai fait ce travail de bon cœur. Et avec l'impression et le sentiment, le ressenti qu'à certains moments, en fonction du travail que j'effectuais, je créais quelque chose quelque part. Oui, tout à fait. Le sentiment du travail bien fait. Et est-ce qu'il vous arrive de rêver encore la nuit dans vos rêves? C'est l'usine, le travail, tout ça, ça occupe encore vos rêves? Pas du tout. Pas du tout. Non, je pense plus, de toute façon non, mais dans mes rêves, j'ai pas ces rêves-là, mais si j'ai des pensées un peu plus profondes, je pense surtout à mon action militante, beaucoup plus à ce que j'ai vécu dans cette carrière-là. C'est beaucoup plus fort en moi que ce que j'ai vécu dans ma carrière d'ouvrière. Et quand je parle de ma carrière militante, c'est aussi lié au monde ouvrier, aux gens qui m'ont soutenu, que j'ai soutenu ou que j'ai défendu et pour lesquels j'ai essayé d'améliorer les droits. S'il n'y avait pas eu votre engagement dans le combat syndical, en fait, vous dites que vous seriez aujourd'hui pas la même personne. Oui, parce que c'est cette carrière-là qui m'a un peu façonnée, qui m'a fait devenir ce que je suis devenue, qui m'a donné une force combative, je dirais, qui est bien utile, même aujourd'hui dans l'association. Donc oui, je pense que le monde syndical m'a façonné, m'a beaucoup appris, m'a aidé à m'épanouir, à m'affirmer en tant que personnalité, à développer certains côtés cachés de ma personnalité et m'a donné une force morale importante que je n'aurais pas sans cette carrière, c'est clair. Alors, dernière question, en fait beaucoup plus technique. Je me pose la question de savoir si toutes ces sirènes-là qui sonnaient, on les a enregistrées? Il y a des enregistrements sonores? Alors, on en a un. Donc, il vient d'où cet enregistrement-là? C'est l'usine Bertin. Alors, cet enregistrement-là, l'usine Bertin. Il y a un film qui a été tourné par une équipe de cinéastes qu'on a retrouvé dans le grenier de l'Union de Pays. Donc, c'était une grande bobine comme ça, qu'on a fait mettre sur DVD.
Et à la fin, donc c'était un film qui était tourné dans l'entreprise, avec aussi les élus. Donc il y avait des réunions. Alors à un moment donné, on voit le travail effectué et après, une autre partie, on voit les échanges et les discussions entre les différents représentants du personnel et Monsieur Bertin, l'employeur, pour essayer d'un commun accord de voir ce qui peut être amélioré dans les conditions de travail, dans les postes de travail de l'entreprise. Et à la fin, on voit les salariés sortir en courant de l'entreprise avec le bruit de la sirène. Donc, moi, j'avais extrait quelques bruits de la sirène parce qu'à un moment donné, la personne fait des commentaires quand même à certains moments. Donc oui, on a ça. Je pense que ce film-là, on l'avait donné à plusieurs. Et je l'avais donné avant que Jean arrive aux archives municipales. Je l'avais donné à Flavie Bunel, qui était archiviste. Donc Jean doit l'avoir aussi dans ses archives. Donc du coup, moi, il me semble l'avoir vu, ce film-là. Oui, voilà. tout à fait. D'accord. Il se promène un peu partout. Et vous, en fait, vous avez déjà fait un travail de collecte de la mémoire des ouvrières et ouvriers du pays de Fougères. Oui. Vous avez commencé ce travail-là il y a longtemps, du coup? Eh bien, on a commencé ce travail-là très rapidement. L'association a été créée en juin 2010. Et dès les premiers mois, en 2010, déjà, on a commencé de la collecte de la mémoire. On avait une petite dame de la chaussure au foyer logement des Cotterêts. Et on a été, en décembre 2010, filmer la fabrication de la chaussure à l'usine ACL, qui est toujours en activité aujourd'hui, à une quinzaine de kilomètres d'ici. Oui, déjà dès le début de la création de l'association. Et dans cette entreprise-là, vous avez été bien reçu? Très bien. D'accord. Il y avait à cette époque-là, était gérant Yves Martin, qui était un frère à Jean-Baptiste Martin, qui avait créé l'usine GB Martin. Et c'est vrai que par le hasard ou la démarche volontaire, on a pu entrer dans certaines entreprises. On a été toujours superbement bien accueillis par les ouvriers comme par les employeurs, patrons ou gérants. C'était franchement un accueil convivial et sympathique. Absolument. Dans cette entreprise, il y a des anciens des usines de Fougères? L'entreprise ACL? Oui. Je crois alors là, il faudrait plus poser la question à mon mari. Hein. Mais je pense qu'il y en a un, oui, je pense à une personne, un homme qui a dû travailler un peu chez JB Martin et qui est toujours à l'usine ACL.